Je me suis dit, il faut montrer à ceux qui sont dans la maladie que on peut reconstruire une nouvelle vie et que cette nouvelle vie, elle peut être meilleure que la précédente parce que plus proche de ses valeurs, plus proche de ce qu'on est. Et c'est vrai que pour moi, le cancer, ça m'a vraiment réconciliée avec moi-même. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Et si la maladie n'était pas qu'une épreuve, si elle était synonyme aussi d'un nouveau souffle de vie, de créativité et de reconnexion à soi ? Je sais, on entend beaucoup parler de résilience en ce moment, mais c'est vrai, on peut ressortir plus fort d'un accident de parcours. Est-ce que ça vous parle ? Moi qui ai eu un cancer du sein, oui. D'ailleurs, sans lui, vous ne seriez pas en train d'écouter La Petite Voix, car La Petite Voix n'existerait tout simplement pas. Mon invité aussi a eu un cancer du sein, dans des circonstances, vous le comprendrez, terribles. Pourtant, lorsque vous écouterez Luce Dance aujourd'hui, vous entendrez de la joie, de l'optimisme et de la confiance. Luce est coach et elle accompagne les entreprises et les individuels dans leurs grands questionnements. Comme elle le dit, ils peuvent se féliciter de se poser les bonnes questions avant que la maladie ne les mette au pied du mur. Bienvenue dans un épisode qui sent bon la vie. Avec Luce, nous allons parler d'expatriation à Singapour, de la vie et de la mort qui se côtoient au plus proche, de créativité et aussi d'un magnifique livre. Bonjour Luce, c'est très heureuse de te recevoir dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, je suis ravie d'être là ce matin. Eh bien merci. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Luce Dance, j'ai 44 ans, je suis coach exécutive et je vis tout au sud de l'Alsace, près de la frontière suisse, près de Bâle. Ok. Bon, déjà Luce, en préparant notre entretien, je me disais il faut absolument que je te le dise, je trouve que tu as juste un prénom magnifique. Et en plus, ceux qui vont écouter un peu ton parcours et ton histoire comprendront combien finalement tu le portes super bien, quoi. C'est un très joli prénom. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ensemble, on va parler donc de ton métier de coach et de ce que l'on pourrait appeler aussi, entre guillemets, cet accident de vie que tu as vécu il y a 7 ans. C'est une expérience qu'on partage, puisqu'on a toutes les deux, on va tout de suite dévoiler le truc, hein, on a toutes les deux eu un cancer du sein. Toi, dans des circonstances très particulières, à l'époque, tu menais une vie bien remplie. Est-ce que tu peux déjà nous dresser un petit peu le portrait de cette vie que tu avais à l'époque ? Oui. Alors, j'ai 36 ans quand je suis enceinte de mon 3e enfant. Après un parcours pour avoir des enfants assez complexe. Et je suis tout à la joie d'apprendre que de vivre cette 3e et dernière grossesse. Ouais. Quand j'apprends à 6 mois et demi de grossesse, pratiquement 7, que j'ai un cancer du sein. Et à cette époque-là, je vis à Singapour. J'ai une belle carrière en banque privée. Ouais. Je suis donc aussi loin de ma famille quand j'apprends ça. Et j'ai une petite fille qui a 1 an et un grand, entre guillemets, garçon qui a 6 ans. Waouh. Bon, déjà, petite parenthèse, mais tu donnes beaucoup d'espoir à ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont du mal à avoir des enfants, puisque là, t'en étais quand même à ton 3e avec un parcours, tu nous le dis, un peu compliqué. Donc, merci pour cette première note d'espoir. Effectivement. Ouais. Et donc, du coup, tu étais expatriée depuis combien de temps à l'époque ? J'ai été expatriée depuis 6 ans et j'y suis restée 8 ans en tout.
Ok, donc lorsque le diagnostic tombe, t'es quand même installé, c'est pas tout nouveau pour toi, t'es vraiment chez toi à Singapour à ce moment-là. Oui, Singapour, c'est la maison et j'ai heureusement un réseau d'amis très solide qui m'a énormément soutenue, oui. Ok, alors comment ça se passe? Comment est-ce que le diagnostic tombe? Dans quelles circonstances tu te demandes si t'as pas un cancer du sein alors que t'es enceinte de plus de 6 mois? C'est mon mari qui l'a découvert. C'est mon mari qui m'a dit, mais t'as une petite boule là, tu devrais en parler à la gynécologue la prochaine fois que tu la vois pour un contrôle pour le bébé. Et j'en parle à ma gynécologue qui m'envoie immédiatement faire une radio. On découvre qu'il y a des taches. Elle me fait une petite biopsie à l'aiguille fine directement au cabinet qui reviennent négatifs. Ah, Et donc, il y a juste marqué quelques cellules anormales, mais sinon pas de signe de malignité. Et ben, je dois ma vie à cette gynécologue qui m'a dit non, non, non. Dernièrement, j'ai eu 2 femmes enceintes qui ont eu un cancer. Je préfère que vous alliez faire une vraie biopsie. ok. Et elle m'envoie chez sa confrère et puis bah là, je fais la biopsie et une dizaine de jours plus tard, le diagnostic tombe. Wow. Mais ce qui était très surprenant, c'est que dès que j'ai vu ces petits kystes, j'ai immédiatement commandé le anti-cancer de Servan Schreiber. J'étais déjà convaincue que j'avais un cancer en fait. Ah, comment t'expliques ça? Et ça veut dire que à partir du moment où ton mari te dit, Luce, je crois sentir quelque chose dans ton sein, toi tu dis, je sais profondément que là il est en train de se passer un truc? Non, pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, j'étais plutôt dans le déni. Je me dis, oh, mais je suis enceinte, n'importe quoi. Mais Ouais, c'est plutôt oui. quand j'ai vu les sourcils froncés de ma gynécologue, en fait, c'est là le signal qui m'a vraiment fait tilt. Bon, faut savoir que ma mère avait eu un cancer du sein elle-même quand j'avais 15 ans, Ok. et que ma grand-mère avait eu un cancer de l'ovaire. Je ne connaissais pas encore le gène BRCA1 que j'ai, mais j'avais quelque chose au fond de ma tête déjà. J'avais une alerte en fait rouge qui tournait, et c'était exactement l'année où on parlait de Angelina Jolie. Oui, et de sa double mastectomie là, ouais. Voilà. Et j'en avais parlé à mon mari et j'avais dit, après la naissance du bébé, il faudra quand même que je regarde de plus près ce truc-là parce que ça se trouve, je suis concernée. Waouh. Et est-ce que c'était un cancer particulièrement agressif? Comment on te l'a présenté? Alors c'était un cancer très agressif, hein, c'était un cancer triple négatif. Donc là, c'est vraiment la spirale infernale. On n'est plus maître de rien. Donc là, c'est quoi? C'est branle-bas de combat? Ah bah, branle-bas de combat, oui. Je suis à 32 semaines de grossesse. Branle-bas de combat, vraiment, j'étais pour Singapour aussi un cas qui ne savait pas gérer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait la chimio avant? Ils savaient pas vraiment faire ça. Voilà, Singapour, c'est un petit pays, donc c'est pas comme en France où il peut y avoir un nombre de cas peut-être plus significatif. Enfin, en tout cas, qu'il n'y avait pas de protocole mis en place médical. Et là, c'était vraiment en fait à moi et à mon mari de prendre les décisions, mais même sur le type de chimio, c'est-à-dire qu'on m'a dit, est-ce que vous voulez alors j'ai oublié les noms, 3F ou F3, je sais plus, ou est-ce que vous voulez une chimio AC? Il fallait décider ce que je prenais. Et donc bah là, en me disant voilà, ça c'est le protocole plutôt européen, ça c'est le protocole plutôt américain, bah qu'est-ce que vous voulez prendre? Quand est-ce que vous voulez démarrer la chimio, etc. Donc on me donnait des conseils, mais on me disait pas quoi faire. Et puis bah moi, je me suis dit bah j'ai le même cancer que ma mère. Ma mère est toujours vivante et se porte bien, donc bah je vais prendre la même chimio que ma mère. Ouais. Alors, juste là, on parle des protocoles et tout ça, et puis on voit bien que du jour au lendemain, tu te retrouves embarqué dans une aventure vraiment pas prévue ni choisie. Il se passe quoi là dans ta tête à ce moment-là? Eh ben, je suis en mode survie. Je pense énormément à mes enfants. J'ai une espèce de culpabilité énorme qui me tombe en me disant mais j'ai tellement voulu d'enfants et maintenant voilà ce qui arrive. Aussi la culpabilité par rapport aux traitements hormonaux que j'avais pris pour tomber enceinte, à me dire mais peut-être que j'ai été responsable de ça.
Voilà. Et en fait, on est aussi passé de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'au début, on nous a dit, bon, bah, c'est peut-être un cancer, après, non, c'est un cancer, après, ah, c'est un cancer triple négatif, ah, c'est un cancer triple négatif, il y a 3 foyers, ah, c'est un cancer triple négatif, on vous a fait le curage axillaire, il y a des ganglions qui sont atteints, C'était de pire en pire. Je voyais aussi les yeux des gens qui me voyaient arriver dans la salle de l'oncologue avec mon gros ventre et qui me disaient, madame, vous êtes trompée de cabinet. Je disais, non, je suis bien, c'est ici que je dois venir. Et ouais, la pitié dans les yeux des gens, je la voyais, c'était un reflet qui était assez insoutenable. Ça t'en renvoyait à combien ce que tu vivais était dur, en fait. Oui, tout à fait. Et oui, des amis à qui j'ai annoncé ça qui tombaient en pleurs. Donc c'était vraiment assez dur. J'ai d'abord eu la naissance, la césarienne, et puis effectivement direct endormie pour partir en opération. Donc je donne naissance à mon bébé en même temps qu'on m'enlève les ganglions et en même temps qu'on m'enlève la tumeur. La mort côtoie la vie, là, vraiment. Enfin, on ne peut pas plus être dans les deux extrêmes. Ouais, on peut pas plus être dans les deux extrêmes. J'étais à l'extérieur de moi, je savais plus ce qui se passait. Et puis après l'accouchement, 3 semaines plus tard, j'ai pu faire un scanner parce qu'il fallait attendre que la césarienne ne provoque plus d'interférence sur les rayons. Le 18 novembre, qui est le jour de l'anniversaire de mon fils, on a appris que le cancer n'était pas métastasé. Et là, c'était cri d'allégresse, quoi. Quel cadeau! On se sautait dans les bras avec mon mari, avec ma mère. Donc c'était tellement la dégringolade était instoppable. Enfin, il nous semblait que ça allait jamais finir. Et tout à coup, après, on rentre dans les rails du traitement. On est un bon petit soldat. On fait tout ce qu'il faut faire pour guérir. Eh oui. Donc, tu as commencé par la chimiothérapie, c'est ça? J'ai commencé par la chimiothérapie à Singapour, puis je suis partie faire ma radiothérapie en France parce qu'il y avait des machines spéciales pour le cancer du sein. Ok. Et puis je suis revenue à Singapour et puis je suis repartie faire une double reconstruction l'année suivante. Puis je suis revenue à Singapour et je suis repartie en France faire la deuxième étape de la reconstruction. Ce qui fait que quand mon dernier enfant avait 1 an, il m'avait vu à peu près 4 mois dans sa vie. Donc c'était assez terrible, hein. Ouais, alors j'allais y venir. Donc il faut que toi déjà à ce moment-là, tu te gères toi-même avec tous ces traitements qui sont hyper lourds, en plus avec un pied à Singapour, un autre à Paris. Mais il y a aussi l'histoire de cet enfant, puisque lui il est né donc précipitamment. Enfin, est-ce que c'était un grand prématuré déjà ou Alors non, il est né à 37 semaines et c'était un prématuré de 2,8 kilos, donc Eh ben, il y a beaucoup de prématurés qui aimeraient pouvoir faire 2,8 kilos. D'accord. Ok. Donc, il allait bien, lui, quand il est né. Mais par contre, toi, évidemment, à ce moment-là, c'était difficile d'occuper ton rôle de maman, j'imagine. C'était difficile. Alors, la chance, en vivant à Singapour, c'est qu'on a du personnel facilement. Et j'ai eu deux nounous philippines. J'avais celle que j'avais déjà. Et puis, j'ai eu une deuxième qui faisait les nuits. Notamment parce que mon mari s'est retrouvé à travailler avec 3 enfants à charge, dont 2 petits, un nouveau-né et une petite fille de 1 an. Un bas âge. Là, mon mari a été exceptionnel parce qu'il s'est occupé de tout. Il a tenu le moral de la famille, il s'est occupé des enfants, il était partout. Je sais pas comment il a fait. Donc, messieurs, écoutez, il y a des super-héros, des superman. Et oui. Oui, et qui se révèle souvent dans ces moments-là, heureusement. Mais donc, tu as été en traitement pendant combien de temps? J'étais en traitement j'étais on va dire à peu près de octobre à juin. Mais donc voilà, je dirais que les pires moments finalement, ça a été l'avant et puis cette partie de reconstruction qui s'est mal passé, qui a été rattrapé après, mais j'ai eu très très mal. Il y a quelque chose qui m'a plus qu'étonnée quand on s'est parlé et qu'on parlait de cette expérience-là. Donc à l'époque, tu travaillais dans une banque privée à Singapour et en fait, tu m'expliquais que par exemple entre la chimio et les rayons, tu revenais au bureau
Et en fait, tes collègues, sauf vraiment les plus proches, n'étaient pas au courant de ce qui t'arrivait. Oui, c'est pas du tout quelque chose qui se dit en fait que quelqu'un est malade. Je l'avais dit à mon équipe, à ma chef, et l'équipe était au courant. Et je pensais que ça allait fuiter. Je me suis dit quand je vais revenir, tout le monde sera au courant. En fait, pas du tout. En fait, on avait dit que j'avais eu des problèmes avec la naissance du bébé. Personne n'a fait le lien en fait. On m'a même félicité pour mes cheveux courts, ma nouvelle coupe, le fait que j'avais maigri. Oh mon Dieu! Du coup, au terme de ces traitements, de cette reconstruction, tu reprends ta vie à Singapour et tu reprends ton travail? Je reprends mon travail, donc pendant tous les traitements, ce qui me faisait tenir, c'était de me dire que j'allais retourner au travail, que j'avais une équipe qui m'attendait. Et je n'espérais qu'un retour à la normale. Je voulais revenir à ma vie d'avant avec le travail, l'équipe, les responsabilités, les week-ends dans les îles autour de Singapour. Comme si de rien n'était, en fait. Exactement. J'étais vraiment dans cette illusion et ça m'est revenu vraiment en boomerang, en fait. Pour replacer le contexte, il faut savoir qu'à Singapour, garder son travail quand on est malade, c'est exceptionnel. Donc, quand je suis revenue au travail, donc j'avais cette énorme gratitude vis-à-vis de ma responsable et de mon entreprise. Et j'avais aussi envie de me prouver que j'étais capable de refaire ce que je faisais avant. J'avais cette envie de montrer que la maladie m'avait pas du tout affectée, que j'étais capable de reprendre là où ça s'était arrêté. J'ai quand même repris à mi-temps. Et là, en fait, je suis arrivée à une intense frustration parce que j'avais l'impression d'être mauvaise dans tout. J'étais plus bonne dans mon job parce que mon job, c'était de m'assurer que quand il y avait un risque dans la banque avec des transactions qui ne se faisaient pas, qui pouvaient valoir des millions de dollars singapouriens, je puisse réagir rapidement, mettre les gens autour de la table, trouver une solution et résoudre le problème. Et quand on n'est pas là toute la journée, on n'arrive pas à suivre un dossier en fait. Donc du coup, j'ai dû déléguer ça à mon équipe qui du coup faisait cette partie-là, qui est quand même la partie intéressante et palpitante du travail. Et moi, je me retrouvais à faire des reportings, des suivis de projets, et j'avais du coup l'impression d'être très mauvaise. Puis j'avais de gros problèmes de concentration. J'arrivais pas en fait à travailler correctement. Je voyais bien que j'étais pas au niveau. Du coup, j'étais pas non plus présente pour mes enfants et je me disais mais c'est pas possible. Enfin, j'ai pas de temps, j'arrive pas à m'occuper d'eux. J'avais du mal à reconnecter avec mon troisième enfant du fait de toutes mes absences. Et puis voilà, je voyais que mon mari était fatigué par aussi tous ces mois de stress et puis voilà, j'avais du coup le sentiment d'être nulle en tout et j'ai commencé à avoir une estime de moi vraiment au ras des pâquerettes et en fait mais j'étais toujours dans le déni en fait. Je me disais je vais fournir plus d'efforts et puis ça va passer, je vais y arriver. C'est juste un petit moment de faiblesse et puis hop, ça va aller. Et en fait, j'ai vraiment eu une espèce d'expérience. Je sais pas comment on peut l'exprimer, une expérience surnaturelle où un jour j'étais comme ça en open space et puis pour gagner du temps, je me privais d'aller déjeuner, donc je mangeais ma lunchbox au bureau et j'ai vu tout à coup le mur qui s'est rapproché de moi et j'avais l'impression d'être happée par ce mur et je me disais je suis en train de reprendre la même voie que celle que je prenais avant et je vais me reprendre ce mur, je vais retomber malade. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu cette espèce de je sais pas comment, de chemin de Damas, ce moment cette prise de conscience, j'ai décidé à ce moment-là de démissionner. Et avant, j'étais plutôt dans l'apitoiement, en me disant avant j'avais ça, je pouvais voyager, je pouvais faire ci, j'avais une vie sociale, je ceci, je cela. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma vie d'avant, j'allais pas la retrouver. Ouais. J'ai vraiment eu cette prise de conscience en fait, en me disant mais tu cours vraiment après quelque chose qui n'existe plus. Tu as changé, t'es plus la même. Oui. Tu vas pas retrouver ce qui s'est passé. Et
Et c'est marrant parce qu'à partir de ce moment-là, j'en ai discuté avec mon mari. Je dis bon bah voilà, qu'est-ce que tu en penses si je démissionne? Lui était assez soulagé à ce moment-là. Ah, mais pourtant à l'époque tu ne savais pas encore pourquoi tu partais. Ah, pas du tout. J'avais décidé, en fait, j'avais vu toutes sortes de thérapeutes qui avaient pas vraiment eu d'effet sur moi. Et puis j'avais vu une coach qui m'avait orientée vers des petites actions, des petits pas pour sortir de ce sentiment de médiocrité que j'avais. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais être coach. Il y avait une école de neuroleadership, donc les neurosciences appliquées au comportement dans la vie professionnelle et dans la vie privée aussi. D'accord, donc finalement, tu fais tes études, tu suis cette formation de coach, et quand même, il y a un moment où ça t'accroche un peu plus et tu te dis, je m'y verrais bien. Alors ça m'accroche dans le sens où je vois l'énorme impact que en pratiquant j'ai sur les autres et l'énorme impact que les autres qui font du coaching ont sur moi. C'est magique, c'est vraiment la baguette magique. Voilà, ça s'est un jour vraiment imposé à moi en me disant mais ce que je veux en fait, c'est avoir de l'impact dans la vie des gens. Et c'est cette notion d'impact qui a été très forte pour moi, notamment parce que quand je suis arrivée à Singapour, j'ai perdu mon père d'une crise cardiaque. J'étais très proche de lui. Ah. Il était prof de fac et ce qui m'avait vraiment émue, mais jusqu'au fond de mes tripes, c'était de voir ces étudiants qui venaient, qui lui disaient vous avez changé ma vie. Et je me suis dit mais voilà, moi ce que je veux c'est avoir un impact sur la vie des gens. Je veux changer la vie des gens. Je sais que par exemple un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, c'est mais sans toi j'aurais fait un burn-out, sans toi je serais mort aujourd'hui. Ça fait combien de temps du coup maintenant que tu es coach? Eh bien ça fait depuis 2016 et j'ai mon entreprise depuis 2018. Donc j'ai pratiqué, on va dire, un petit peu pendant 2 ans, bon sachant que pendant 10 ans j'ai déménagé de Singapour en Suisse à Zurich et de Zurich maintenant au sud de l'Alsace. Donc ça a été des années un peu tumultueuses et puis quand je me suis installée ici, là où je vis actuellement, j'ai pu créer mon entreprise. Waouh. Donc là, ça y est, tu es coach installé. Tu m'expliquais qu'au départ, ton activité était quand même très centrée sur des entreprises et puis qu'avec les joies de la crise sanitaire et des confinements, tu as un peu réorienté ton business. Oui, il faut s'adapter. Effectivement, j'ai commencé par des grandes missions chez des gros clients. Le premier étant BNP où je suis restée un peu plus d'1 an. Ouais. Et à travailler en fait sur des transformations. En fait, c'était une transformation, une équipe qui avait un métier A et qui devait passer vers un métier B. Et donc il fallait changer le message que le leader passait, la vision, comprendre le changement que ça générait pour les gens, les impacts dans leur vie, dans leur vie professionnelle, dans leurs compétences, dans leur positionnement dans l'équipe. J'ai travaillé après pour un assureur où c'était un changement également de posture, de positionnement dans l'entreprise. Et toutes ces problématiques de transformation m'ont toujours beaucoup plu parce que c'est un travail vraiment de fond en fait, de changer une posture ou un métier au sein de l'entreprise, et c'est un travail extrêmement humain. Et c'est souvent c'est une question simple, mais c'est souvent une question que les gens ne se posent pas. C'est voilà, en anglais on dit what's the pain, what's the gain. En gros, c'est qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que j'y gagne. Et les gens, il faut se remettre à leur niveau individuel pour comprendre ça. Et ensuite, il y a des dynamiques de groupe, en fait, qu'il faut aussi comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors, malheureusement, on peut plus le faire en entreprise parce que c'est vraiment important d'aller, je trouve, en entreprise pour sentir. On rentre dans un bureau, on sait, on comprend la culture d'entreprise, on comprend les relations entre les gens, la façon dont ils sont positionnés, qui va manger avec qui à la cantine. Enfin, c'est des choses très bêtes, mais on comprend tout de suite ce qui se passe. Et donc ça, on peut plus l'avoir.
vraiment compliqué en visio. Par contre, on peut travailler vraiment, je trouve, en visio sur la connaissance de soi et la connaissance des autres. C'est-à-dire que la visio, quand on la fait en petits groupes, ça ramène à une intimité. Et il y a des gens, en fait, qui se connaissent beaucoup plus et accrochent beaucoup plus en visio quand on est facilitateur et qu'on arrive à faire travailler les gens. En fait, on peut travailler quelque part de manière beaucoup plus intime, parce que quand il y a ce groupe autour, l'intimité ne se crée pas forcément. Et j'ai pu voir aussi qu'il y avait des personnalités introverties qui se sont énormément révélées dans la crise à travers la visio. Donc j'espère qu'on arrivera à un mode hybride, en fait, où on gardera la visio pas comme un mode dégradé, mais comme un mode à part entière dans le coaching. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que tu crées la résilience aussi dans ton travail. Quand avec la crise sanitaire, il faut réussir à se réadapter. Hop, tu innoves, tu crées et tu trouves d'autres outils. Ce que m'a appris la maladie, c'est que si tu stagnes, tu régresses. Voilà, il faut toujours avancer. Pour moi, il n'y a pas. Si à un moment comme ça, je suis dans l'apitoiement, dans la procrastination, je sais pas où je vais, je me dis je régresse, faut avancer, faut trouver des solutions, c'est peut-être pas les bonnes, hein. On peut se planter, mais voilà, être dans le mouvement, être dans l'action, c'est vraiment ce qui m'anime. Et est-ce que tu parles de la maladie, est-ce que tu penses que sans la maladie, tu serais devenu coach ou tu serais encore dans ta banque à Singapour à être hyper stressé sur des projets certes intéressants, mais Alors, je pense que il y a quand même une continuité entre mon ancien métier et mon métier de coach. Donc, j'étais risk manager, comme je disais, je mettais les gens autour de la table quand il y avait un incident, je résolvais les conflits, je cherchais des solutions, je créais de nouveaux process, je faisais de la prévention en amont en expliquant l'intérêt d'avoir des approches de risque. Finalement, tout ça, je retrouve dans mon métier. Donc, je pense que j'aurais quand même eu un intérêt pour le coaching, même en restant au sein de mon entreprise. J'aime bien me renseigner, apprendre plein de choses. J'avais déjà écouté mon ami qui faisait ses coachings, etc. Donc mon oreille avait quand même été déjà éveillée par ce qu'elle me racontait. J'entendais parler de coaching autour de moi. Donc je pense que je l'aurais quand même réintégré dans mon ancien métier. Ce que m'a appris la maladie, ça va au-delà vraiment du métier. Pour moi, la maladie m'a apprise, c'est la capacité à être heureuse, en fait. C'est mon état d'esprit qui a changé, plus que le métier. J'ai compris surtout que il fallait être démiurge de sa vie, c'est-à-dire que il y a une espèce de réappropriation de sa vie. C'est intéressant de voir ce que tu as retiré de l'expérience de la maladie et comme tu le dis, bien plus qu'un nouveau métier. Justement, Luce, en parlant de la maladie, il y a un projet dont on n'a pas encore parlé et qui pourtant est hyper important et qui doit bien t'occuper, qui s'appelle See My New Me. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste et dans quel contexte tu l'as lancé ? Oui, alors j'ai lancé ça quand j'ai atteint mes 5 ans de rémission. J'ai eu envie en fait un peu de faire mon coming out et de dire que j'avais eu ce cancer, ce qui peut paraître assez dingue parce que beaucoup de gens pensent que, comme j'en parle beaucoup, j'ai créé cette association, ça reste compliqué pour moi d'en parler. Le début de l'entretien, j'avais beaucoup d'émotions, j'en parle pas très souvent et j'avais à certains moments la gorge très serrée. Alors merci de le faire. Donc j'ai eu envie de le faire parce que je sentais que je crée mon entreprise, il fallait que je crée une entreprise qui me ressemble et j'aurais pu créer une entreprise où je dis voilà, j'ai fait telle et telle étude, j'ai tel et tel parcours, j'ai fait tel et tel pays, et donc je suis coach, je suis là pour vous montrer la voie et je voulais pas en fait, ça me correspondait pas, je voulais montrer que on peut surmonter plein de situations complexes. Et je voulais montrer que j'étais passée par ce chemin et je pouvais pas créer une entreprise avec des valeurs qui me ressemblent sans en parler. C'était devenu impossible en fait. J'avais l'impression de créer quelque chose qui me ressemblait pas. Donc j'en ai parlé à ce moment-là. Et puis j'étais rentrée en Asie. Je suivais beaucoup de réseaux sociaux américains avec des personnes qui disaient voilà, je suis à 5 ans de rémission, depuis que j'étais malade, j'ai accompli ça, ça, ça et ça. Et quand je suis arrivée en France, j'ai vu les réseaux sociaux et j'ai vu beaucoup de réseaux sociaux sur les gens qui étaient malades. Puis une fois qu'ils sont plus malades, ils quittent les réseaux sociaux.
Et ceux qui restent, ce sont ceux qui sont dans des situations complexes. Et on parle que du traitement, des effets secondaires, etc., etc. Bon, je caricature un peu peut-être, mais voilà, c'est le sentiment en tout cas que j'ai eu. Il n'y avait pas ce côté américain qui parfois peut paraître naïf, mais qui m'a quand même beaucoup porté moi dans la maladie. Et avec ma vision de coach qui me disait, mais voilà, il faut aller vers la solution, il faut aller vers l'action, il faut être porteur de projet pour se sortir de cet état un peu vaseux là dans lequel on peut être parfois. Et ben, je me suis dit, il faut montrer à ceux qui sont dans la maladie que on peut reconstruire une nouvelle vie et que cette nouvelle vie, elle peut être meilleure que la précédente parce que plus proche de ses valeurs, plus proche de ce qu'on est. Et c'est vrai que pour moi, le cancer, ça m'a vraiment réconciliée avec moi-même. Ça a été un moment où, voilà, mon métier de coach et qui est venu avec la sortie de la maladie, tout cet élément, ça m'a réconciliée avec moi. Et ça m'a donné l'impression d'être là où je devais être au bon moment. Wow. Et je me suis dit, je vais écrire mon témoignage. Et puis j'ai écrit mon témoignage, je l'ai mis sur une page. J'ai demandé à quelques copains qui m'avaient aussi beaucoup inspiré, que j'avais rencontrés via la maladie, de témoigner. Et puis mon témoignage, je sais plus par combien de vues il y avait eu, mais combien de partages, je crois 600 partages, 60 000 vues, je me souviens même plus des chiffres, mais enfin bon, ça a été vraiment inespéré. Et quand je suis arrivée à 700 personnes, je me suis dit, mais là, il y a un besoin, quoi. Il y a quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, il y a quelque chose qui doit être fait et qui doit être fait de manière pérenne, pas juste moi et mes copains. Et je me suis entourée d'une équipe. Elles font vraiment partie de mon chemin de vie. Et puis je me suis dit maintenant je vais vraiment faire les choses bien. On va publier 2 fois par semaine des témoignages et on est d'abord allé à la recherche de témoignages, puis maintenant les témoignages affluent. Et créé en octobre 2018, donc il y a 2 ans et demi, on a maintenant publié 170 témoignages. On a sur Facebook plus de 4000 followers, on a un site web et on va publier un livre avec 100 témoignages de personnes qui ont été atteintes par la maladie. Je voulais créer une page qui soit tous les cancers, hommes, femmes, tous âges confrontés, tout type de métier, tout pays. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que ça me montre qu'il y a vraiment une communauté en fait de gens qui sont passés par là, qui se comprennent. Entre 2 personnes qui ont connu ça, il y a une connexion qui est immédiate en fait. Oui, alors moi j'ai découvert en étant malade ce concept de sororité, mais c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc Simagnumi, c'est vraiment c'est ce que j'aime beaucoup moi dans ce que tu as fait quoi. C'est vraiment des témoignages très positifs. C'est vraiment c'est la résilience dans ce que ça a de plus beau. Et quand on voit le nombre de projets qui sont créés par l'expérience de la maladie, c'est quand même c'est magnifique quoi. C'est la naissance d'énormément de projets, d'une manne de créativité, des talents incroyables qui s'expriment. Donc vraiment aussi, c'est pas montrer le cancer sous le prisme de la victime en fait. C'est montrer le cancer. Et alors quand je dis cancer, on va me dire peut-être ah oui c'est un peu trop positif. Il y a des gens qui meurent. Oui, on a des gens qui sont morts dans notre groupe. On a des gens qui ont des cancers métastasés, qui savent quelle va être l'issue de la vie, de la fin de vie qui les attend. Mais on peut se rapproprier sa vie et être aligné quel que soit le temps qui nous est imparti. Quand j'ai des coachés qui me disent je veux changer quelque chose dans ma vie, je dis mais vous êtes courageux. Parce que vous l'avez fait avant d'avoir un gros accident de vie, c'est génial. Moi, je l'ai fait parce que je me suis prise un mur. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je veux pas me reprendre une deuxième fois. C'est ça. Et on voit combien dans les témoignages, la maladie apporte ça, comme tu dis, ce réalignement, cette créativité. En parlant de créativité, du coup, la suite de Simagnumi, donc c'est un site internet et des pages sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi maintenant un livre. Oui, donc pour moi, ce livre, je le vois sur une table de chevet de quelqu'un qui est malade et qui peut comme ça parcourir le livre en allant en s'identifiant. Alors on va pas s'identifier bien sûr aux 100 témoignages, mais ce qui est incroyable, c'est que quand on lit ces témoignages, il y a toujours quelque chose
il y a toujours une accroche. On se dit ah ouais tiens j'ai ressenti ça, ah oui j'ai vécu ça. Et je me dis que si toutes ces personnes qui sont malades peuvent lire ces témoignages, ça va leur donner un espoir que moi j'avais pas à l'époque, de pas laisser la maladie poser un sceau comme ça indélébile sur leur vie, mais de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose derrière. Bien sûr. Et puis aussi le livre, c'est un objet qui est beau, et puis ça va permettre aussi de toucher des publics qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aime bien aussi. Ok, bon, donc là il est en train de sortir au moment où l'épisode sera diffusé. La date exacte c'est le 6 avril, c'est ça ? Alors pas tout à fait. On le fait sur un mode participatif avec une cagnotte sur Ulule et que on va lancer donc le 7 avril, donc demain, au jour de la diffusion de ce podcast, puisque le 7 avril c'est la Journée mondiale de la santé. Donc ça nous a semblé être un beau clin d'œil de se dire qu'on le sortait le jour de la santé, pas le jour du cancer ou de la maladie. Voilà, parce que pour moi c'est aussi un exercice de santé mentale en fait, de pouvoir se projeter comme ça vers des projets thérapeutiques. Donc voilà, je suis très très heureuse que cette cagnotte démarre à cette date symbolique. Quel beau message d'espoir et de résilience tu nous donnes aujourd'hui, c'est vraiment chouette. Et du coup, je reviens à ce que je te disais en tout début d'entretien. Tu portes décidément très bien ton prénom, Luce. Je vais juste terminer quand même avec quelques questions rituelles que j'aime poser à mes invités. Ma première question, Luce, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Alors, ma petite voix, elle est pas petite, hein. Je suis pas quelqu'un de délicat. Ma petite voix, c'est une grosse voix qui part du ventre en fait. C'est un espèce de grondement. C'est assez impétueux. C'est comme cette expérience du mur, quoi. C'est quelque chose qui va me transpercer le corps tout à coup. Je sais que voilà. C'est une certitude immédiate qui arrive, et j'ai eu cette certitude aussi quand j'ai recruté entre guillemets les filles de Simagnomi. Donc je les cite parce qu'elles sont importantes pour moi. Il s'agit de Sophie Moreau, Magali Caillard, Marie-Tara Hoffmann et Emmanuel Aymar, qui œuvrent avec moi pour Simagnomi. On a aussi l'aide de Élodie Imbert pour tout ce qui est design. Et ça a été vraiment une décision de, pas ma petite voix, mais de mon gros grondement dans mon ventre. Wow. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ? Revivre de Guy Corneau. Et je dois dire que c'est un livre qui m'a complètement... Alors peut-être que je le lisais à un moment où j'avais besoin de l'entendre, mais c'est comme David Cherbourg-Schrader, c'est un psychanalyste qui a un cancer en stade terminal, et qui disait que voilà, ce qui pour lui était important pour trouver le chemin de la guérison, c'était de se rattacher à sa créativité. Et c'est voilà, en fait, ça m'a vraiment accompagnée après. Et est-ce que tu as un rituel quotidien ? La seule chose que je fais tous les jours, c'est que à la fin de la journée, j'écris ce que je dois faire le lendemain. Parce que si je me couche avec des choses dans la tête, je dors pas. Et Luce, pour terminer, j'aimerais savoir si tu es heureuse. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis là dans ce podcast. Quand on est heureux, on se sent légitime de partager ce qu'on vit. Donc c'est une façon de transmettre. On partage pour soi et on partage pour les autres. Et puis je dirais aussi que pour moi, le bonheur, c'est pas l'inverse du malheur. Je trouve que quand on est dans cette dichotomie, en fait, on se crée, c'est le creuset pour créer beaucoup de mal-être, de culpabilité, etc. Être heureux, c'est la voie du bonheur, c'est une espèce de discipline qui nous permet de transcender nos vies, de les transformer, de les sublimer. Waouh. Bon, écoute, Luce, merci. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir partagé, comme tu l'as fait, sur cette expérience douloureuse du cancer. Merci de nous transmettre comme ça ton optimisme. Merci beaucoup, Luce. Merci. C'était une super expérience. Merci beaucoup, Herveline.
La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.